Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Ils vivent et travaillent en Auvergne. Je suis Morgane Gramont, freelance en communication digitale dans le Cantal et hôte de ce podcast. Dans ce deuxième épisode, je reçois Mathieu qui travaille dans la gestion forestière entre le Cantal et la Corrèze. Si vous remarquez une certaine familiarité entre nous, c'est tout simplement parce que Mathieu est mon petit frère. Dans cet épisode, il nous explique quelles études il a fait pour en arriver là, de d'Aurillac jusqu'à la Savoie en passant par la Loire. J'espère que cet épisode vous plaira. Salut Mathieu, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Je vais te laisser rapidement te présenter sur ce que tu fais aujourd'hui et après on basculera sur comment t'en es arrivé là. D'accord, donc bonjour, Mathieu Gramont. Je travaille dans l'exploitation forestière entre la Corrèze et le Cantal et voilà, je travaille pas mal en Auvergne. D'accord. Et ton quotidien, c'est quoi du coup? L'exploitation forestière, c'est quoi? Alors en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt est beaucoup privée dans notre région et donc les propriétaires privés m'appellent pour exploiter leur forêt. Donc moi, je donne une valeur à leur forêt, entre guillemets, j'achète le bois et ensuite je fais exploiter le bois pour revendre à industrie forestière et pour avoir tous les produits dérivés qu'on a du bois actuellement. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Je pense qu'on va commencer à... Je connais un petit peu ton histoire, du coup, on va le dire directement, hein, t'es mon petit frère, donc c'est plus simple. Donc on va commencer à ta sortie de collège, parce que je sais que finalement, la première année de lycée n'a pas été celle qui a marqué ta scolarité vers le bois, mais par contre, je pense qu'elle a défini le projet après, parce qu'elle t'a permis de savoir ce que tu ne voulais pas faire. Donc je pense que ce serait intéressant que tu en parles un petit peu. Non, pas de souci. Donc j'ai fait une seconde générale dans un lycée général. Donc les trois options qui s'offraient à moi, c'était soit un bac ES, soit un bac littéraire, soit un bac scientifique. Donc j'étais plutôt du côté scientifique. Donc à ce moment-là, mon envie était de travailler un peu sur la faune sauvage, ainsi de suite. Donc partie de ça, ma première année de seconde n'a pas été une franche réussite. Donc euh, voilà, j'ai pas été accepté pour aller en S, entre guillemets. Donc je me suis mis en tête d'aller en bac technologique, donc un Mhm, STAV, sciences, technologies de l'agronomie et du vivant. Moi, j'étais plutôt de la partie du vivant. mhm. Donc c'est un bac qui se fait sur 2 ans. J'ai été obligé de partir de chez moi, donc j'ai été en Haute-Loire, à Brioude, euh, où, euh, où donc on a appris sous 4 grands pôles. Donc il y avait l'aménagement du territoire, la faune sauvage, la forêt et l'eau. Ouais. Et Et ça, c'était inclus dans ta filière. Tu devais pas choisir voilà. entre l'un ou l'autre. Ok. Non, non, on faisait les quatre. On faisait les quatre, donc on a appris un peu. Enfin, c'était assez grossier comme apprentissage, rien de très précis. Mais ensuite, on avait donc, par rapport à cette formation, il fallait faire un stage. Donc c'est un peu à ce moment-là que j'ai cherché des stages, moi, dans la faune sauvage. Mhm. Et c'est un milieu assez fermé, donc j'ai pas trouvé de stagiaire, de maître de stage du moins. J'ai beaucoup cherché, mais pas trouvé. Donc après, un peu par défaut, j'ai choisi d'aller en forestier. Et Mhm. j'ai trouvé un maître de stage à Clermont-Ferrand qui m'a permis de faire, donc c'était 5 semaines de stage. Et il m'a dit en début de stage qu'en repartant, je voudrais travailler en forêt. Et donc il a eu raison parce que voilà, j'ai fait ces 5 semaines de stage et j'ai ensuite voulu continuer là-dedans. Et Il a su te convaincre. voilà, oui, bon après, en fait, je me suis aussi rendu compte que par rapport à mon avenir professionnel, c'était beaucoup plus compliqué en gestion de la faune parce Mhm. qu'il n'y a pas beaucoup de postes, il faut être très qualifié et bon, j'étais pas non plus très passionné par l'école, donc je me suis dit que je pouvais quand même voir de la faune en travaillant en forêt, donc pourquoi pas Bah, en fait, travailler en forêt. tu étais passionné personnellement depuis longtemps par tout ce qui touche à la nature, mais en tout Voilà. cas, l'école représentait un frein dans ce parcours-là. Voilà, il y avait beaucoup d'études pour faire ce que je voulais faire. J'avais pour ambition de faire un métier où c'était bac plus 8 en école d'ingénieur, ainsi de suite. Donc, c'était pas ça correspondait pas avec mon,
voilà, ma volonté de travailler à l'école ou dans ma scolarité globalement. Et qu'est-ce qui, à la sortie du collège, en fait, t'a poussé vers une seconde générale? Alors voilà, moi j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Soit une seconde générale, donc à Aurillac, là où, voilà, à côté de chez moi, on peut dire que c'était pas mal, on va dire, au point de vue l'entourage des cours. Ensuite, Mmh. j'avais un autre projet, c'était de partir en seconde pro, donc à Saint-Flour, pour faire un bac pro gestion et protection des milieux naturels et de la faune sauvage. Donc c'était deux choix qui s'offraient à moi. Alors les profs que j'ai eus au collège m'ont déconseillé de partir en pro parce que d'après eux j'avais d'autres capacités. Alors après coup, ils avaient une part de, ils avaient raison parce que j'ai réussi de l'autre côté, mais après finalement je me suis retrouvé 3 ans plus tard avec des gens à côté de moi qui avaient fait ce bac-là, donc au final on en est revenu au même, même si j'avais des bases peut-être plus Mmh. solides qu'eux sur certains domaines. Voilà, sinon après on s'est retrouvé au même endroit, donc au final pour moi il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise de bon ou de Ouais, de mauvais bon ou parcours. mauvais parcours. Mmh. Voilà. Oui, ton choix finalement, t'a quand même ramené au même endroit que les autres Voilà. avec, forcément, eux devaient avoir d'autres capacités sur certains points et toi sur d'autres, donc finalement l'un dans l'autre, Voilà, je me suis retrouvé donc après mon bac en BTS. Et le BTS, c'est deux parties, c'est-à-dire une partie tronc commun où c'est voilà, les matières générales. Et donc moi, mmh j'étais plus, on va dire, plus fort sur ces matières-là parce que j'avais un bac technologique, donc plus de connaissances et j'avais plus travaillé. Alors que ceux qui venaient de pro étaient meilleurs dans la partie voilà, professionnelle avec vraiment le métier de forestier, quoi. Donc ils avaient beaucoup plus d'avance là-dessus par rapport à moi. OK, et tu estimes que, ton avance est, enfin, comment dire? Est-ce que ton retard du côté pro était plus difficile à combler que ceux que les autres avaient sur toi ou, Non, c'était pareil? non, pour moi c'était plus simple de rattraper le côté pro parce que simplement ça me plaisait. Donc Mmh. c'était plus simple de travailler beaucoup cette partie-là plutôt que voilà mes copains en BTS, eux travaillaient beaucoup le français et les maths et c'est vrai que moi Et oui, j'avais beaucoup moins à travailler ça et ça me déplaisait pas, quoi. ouais. C'était Oui, oui, non, mais c'est la partie de la formation qui est la moins intéressante. c'est plus simple de s'investir dans quelque chose qui nous plaît déjà, Voilà. que dans des matières plus générales, mais bon, dont tu as besoin quand même. Oui, oui, on avait Finalement, besoin de tout. tu avais déjà fait le sale boulot, quoi? Voilà, c'était ça. J'étais arrivé plus simplement et plus tranquillement sur ces domaines-là parce que j'avais amorcé derrière aussi. Enfin, j'ai revu pas mal de choses, quoi. Donc c'était plus simple pour moi que même que ce soit en anglais, en français. On a fait un peu de philo. Moi, j'avais déjà vu ça. Ceux qui avaient fait seconde pro n'avaient jamais touché à ça, quoi. Donc Mmh. Et c'était donc plus compliqué finalement, pour eux. c'était un mal pour un bien ton année de seconde générale. Finalement, tes profs n'avaient Oui, pas tout à fait tort, quoi. oui. Pour moi, j'ai fait une année de seconde générale qui m'a d'un côté m'a fermé une porte et de l'autre m'en a ouvert une autre. Euh, Mmh. En plus, bon, entre guillemets, ça m'a permis aussi par la suite d'aller ailleurs et donc de plus apprendre à être autonome, à faire les choses pour moi et par moi. Donc, j'ai travaillé là-dessus aussi à ce moment-là. OK, et du coup, dans ton BTS, tu avais une partie, tout à l'heure tu as parlé de rattraper la partie pro, du coup j'imagine que tu avais des stages, des interventions de professionnels, tout ça? Alors, le BTS, donc j'ai été à Noir-Étable, limite Loire-Puy-de-Dôme. C'était un BTS gestion forestière, donc pour apprendre vraiment quel arbre, entre guillemets, couper plutôt qu'un autre, quelle est la valorisation des bois. Et Mmh. donc il y avait une grosse partie côté professionnel. Et alors ce qui est bien, c'est que je l'ai fait en alternance avec le patron que j'ai eu en stage en bac.
Donc Mhm. j'ai fait de l'alternance et ce qui était bien par rapport à ça, c'est que ce que j'apprenais pendant 2 semaines à l'école, du côté pro, je le travaillais du côté en stage en entreprise. Donc ça m'a permis de mettre en place de suite ce que j'avais appris. Et ce qui m'a beaucoup aidé côté professionnel, c'est mon patron qui son travail, qui était gestionnaire forestier professionnel. Donc c'est-à-dire que lui, il faisait réellement tout ce que je devais apprendre dans ma formation. Donc j'ai vu tout le panel de ce que j'avais à apprendre en entreprise et en pratique, voilà, sur des cas concrets d'entreprise. Et ça a dû t'aider à te faire des contacts aussi, non? Voilà, ça a permis aussi, enfin, j'ai des contacts que j'ai eu à 18 ans en alternance que je me sers toujours aujourd'hui dans mon entreprise et même des connaissances sur certaines particularités du métier ou on va dire des cas rares de travail ou d'opportunités que je peux retrouver maintenant. Mhm. Comme exemple, on va dire qu'avec mon ancien patron donc en alternance, j'ai travaillé sur quelqu'un qui voulait construire sa maison en fuste. Donc les maisons en fuste, c'est les maisons en rondins euh, canadiens. Et donc ces maisons-là, voilà, il est venu dans la forêt choisir ses arbres, les arbres qui allaient finir, mais voilà, la cloison de la cuisine entre guillemets. Et voilà, il choisissait ses arbres. Donc cette expérience-là, je l'ai retrouvée il y a 2 mois parce que dans ma nouvelle entreprise, une autre personne est venue pour chercher des arbres comme ça et je connaissais déjà ce travail-là. Donc voilà, c'est des choses qui sont plutôt rares, mais Mhm. qui permettent de voir quelque chose de différent et de Et ton, quelque ton chose d'assez parcours, il y intéressant. avait moyen de le faire sans alternance ou tu étais obligé de le faire en alternance? Alors non, il y avait moyen de le faire sans alternance. Voilà, j'ai d'autres amis qui l'ont fait sans alternance, même à Brioude justement. Mais Ouais. bon, pour moi, quand j'ai vu le travail en entreprise pendant mon stage en terminale, voilà, pour moi, ça devenait évident que je voulais aller en alternance. Alors, pour plusieurs choses, c'est que justement, on n'a que 2 semaines d'école par rapport à 2 semaines de travail dehors, de stage, et ainsi de suite. Donc ça, c'était un Mhm. point positif. Ensuite, ben, on peut pas le nier, on est rémunéré en tant qu'apprenti, donc c'est aussi pas négligeable, on va dire. Ouais. Et voilà, après coup, je me suis rendu compte aussi que ça m'a permis de grandir entre guillemets parce que quand on est apprenti, en fait, il faut considérer que c'est le patron, on est salarié, donc c'est le patron qui nous envoie en formation. C'est-à-dire que la formation, ce n'est pas l'école comme on peut l'avoir en université ou quoi, ou voilà, nous, si on n'était pas présent en cours, ils appelaient notre patron, pas nos parents. Mhm. Donc voilà, ça donne une certaine responsabilité et on est obligé aussi voilà, de respecter l'engagement qu'on a pris avec le patron et voilà, Ouais. de suivre la formation correctement. Ça te responsabilise, quoi. Et Voilà. moi, je sais que la filière que moi j'ai faite, elle était aussi disponible en apprentissage. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais pour en avoir discuté avec mes camarades qui étaient en apprentissage, pour eux, c'était vachement plus compliqué que pour nous finalement parce que ils avaient autant de, enfin, le contenu des cours était le même que le nôtre, sauf que eux, en plus, ils avaient toute la partie alternance où ils étaient chez leur patron, et donc le contenu des cours, fallait qu'ils le rattrapent. Ils avaient des horaires vachement plus fournis que les nôtres, et du coup, c'était beaucoup plus compliqué. C'est pareil dans ta formation où les cours sont un petit peu plus allégés en prenant en considération que tu passes du temps en entreprise? Oui, il y a beaucoup. Alors déjà, les choses qu'on a en moins, on va dire, en alternance, c'est tout simplement les visites sur le terrain, parce qu'ils considèrent qu'on le fait en entreprise. Ouais. Donc le temps avec les profs sur le terrain était moindre par rapport à d'autres personnes qui étaient en continu. Mhm. Ensuite, on allait moins en profondeur dans tout ce qui était statistique. Enfin voilà, il y a des calculs en forêt qui sont particuliers, certaines méthodes d'analyse, on va dire, de forêt, alors que voilà, nous, on allait plus à l'essentiel par rapport à ceux qui étaient en continu. Et la troisième chose, je pense que j'ai eu de la chance, entre guillemets, par rapport à mon lieu d'apprentissage, euh, parce que voilà, l'école où j'étais, les cours étaient, voilà, on avait des horaires
comme si on était en entreprise. Voilà, on faisait 8 heures de cours par jour. Donc c'était un rythme assez soutenu et on a eu des profs qui s'intéressaient aussi, qui étaient très intéressants et qui s'intéressaient à la manière dont on apprenait. Donc voilà, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu suivre les cours et apprendre autant que les autres personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe les mêmes épreuves aux mêmes endroits et les examinateurs ne savent pas si on a fait alternance ou continu. Donc voilà, on est Oui, tous jugés sur le même pied d'égalité à la fin. d'accord. Et tu as choisi Noir et Table parce que c'était plus près de chez toi ou parce que c'était la seule école qui proposait ça? Alors non, j'ai pas choisi. Enfin, c'est pas la seule école qui proposait ça. Il y avait une école à Aurillac, donc 10 kilomètres de chez mes parents. Ouais. Mais mais donc j'ai choisi d'aller à Noir-Étable pour plusieurs choses. Première chose, c'est que mon patron était à Clermont-Ferrand, donc j'avais besoin que d'un seul logement, on va dire, et un logement que je ne laissais pas vide 2 semaines par mois. Ouais. Donc voilà, j'étais toujours dans le même logement, que ce soit pour aller en cours ou, ou en entreprise. Et après, deuxième chose, voilà, j'avais aussi envie de voir ailleurs comment ça se passait parce que voilà, je connaissais un peu ce qui se passait à Aurillac, je connaissais voilà, je connaissais le secteur, j'avais envie d'aller voir ailleurs et je pense que ça a été une bonne chose, même par rapport au fait de voilà d'être seul en entreprise, de travailler, de voir, et de pouvoir être autonome complètement au niveau des cours aussi. Ça va Voilà. avec ce que tu disais sur la responsabilisation de l'école tout à l'heure, quoi. Voilà, oui, oui. On était vraiment entre guillemets en mission demandée par le patron pour acquérir des connaissances qu'il allait pouvoir nous demander de restituer à la sortie de 2 semaines d'école. Hmm. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est une formation qui se fait en lycée agricole, c'est ça? Oui, alors donc c'est lycée agricole. Alors Nord-Étable, c'est une antenne du lycée agricole de Rouen-Chervais. Et en fait, c'est l'antenne forestière, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu des monts du Forez, euh, et donc un gros massif forestier. Et c'est Mhm. une école où il y a que des forestiers dedans. C'est-à-dire que ça allait de la troisième au BTS. Et donc voilà, tout le monde était forestier sur ce secteur-là. Donc c'était vraiment, Ok, on était au cœur du travail. d'accord. Et tes profs, ils avaient quel profil? C'était des profs, enfin, je sais pas, qui sortent d'école de profs, ou alors c'est des gens qui viennent de la production et de la gestion forestière qui donnent des cours? Alors, ben, quasiment, on va dire 90% de mes profs de pro étaient d'anciens professionnels. Donc, on va dire ils connaissaient certaines choses vraiment du terrain. Ils avaient un exemple concret à chaque argument qu'ils posaient en cours. Donc, bon, c'est aussi grâce à ces profs-là que j'ai pu, euh, que j'ai pu apprendre tout ça parce que c'est beaucoup plus simple d'apprendre quelque chose quand on a un cas concret à mettre en face. Mhm. Et voilà, on n'a pas eu énormément de profs. On avait trois profs pro qui assuraient l'entièreté de la formation pro, mais c'était vraiment des personnes, pour moi, qui m'ont très bien appris ce que je sais aujourd'hui. Ouais, donc ça a beaucoup joué dans la suite, quoi. Voilà, on va dire que l'association entre ces profs-là et mon maître d'apprentissage a fait que, voilà, je pouvais que bien apprendre. Euh, Mhm. Avec un peu de bonne volonté, c'était très simple d'apprendre et de progresser. Et vu que déjà de base c'était un sujet qui te passionnait, finalement, Voilà, j'ai pu retrouver, ça te voilà, fait que bien. j'avais beaucoup d'envie et ensuite, ben voilà, j'étais entraîné par les profs, par le maître d'apprentissage, aussi par mes camarades. Voilà, on était un petit groupe de 3-4 élèves qui avaient vraiment envie d'avancer, qui pensaient beaucoup au travail, qui se plaisaient énormément dans ce travail-là. Donc on s'est tirés les uns les autres vers le haut et chacun comblait les déficits des autres et voilà, on a un peu travaillé ensemble, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu passes ton BTS, enfin vous tous les 4 là, vous passez votre BTS, Hmm. tout le monde là? Oui, tout le monde là.
les quatre qui l'avons passé, tout le monde l'a eu. Donc, un qui était plus centré vers le métier de bûcheron, donc il a été ensuite en bûcheronnage. Euh, un qui est en apprentissage chez RTE, parce que RTE embauche des gens issus de la gestion forestière pour gérer tout ce qui est la végétation sous les lignes très haute tension et haute tension. Mhm. Et donc, voilà, lui a été embauché par la suite par RTE. Et le dernier a été embauché dans une coopérative forestière qui fait à peu près le même travail que moi. Et donc, on s'est retrouvés, voilà, tous en milieu professionnel derrière. Sauf À moi la- qui ai choisi de continuer ma formation. Pour quelqu'un qui aimait pas l'école, Voilà. Je me suis retrouvé à bac plus 2 à vouloir continuer et à faire une formation un peu plus dure, on va dire, enfin sur le ouais, papier un peu plus dur, et qui c'est a... intéressant. C'est intéressant parce que finalement, quand les gens à l'école, au collège par exemple, disent j'aime pas l'école, ils aiment pas l'école dans laquelle ils sont actuellement. Ils se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Toi, au collège, tu n'aimais pas l'école. En seconde, ça a été vraiment la révélation, tu n'aimais pas du tout l'école. Et puis Hmm. finalement, après, quand tu t'es réorienté, tu t'es spécialisé dans ce qui te passionnait depuis très longtemps. Finalement, tu t'es découvert pas une passion pour l'école, mais tu as aimé apprendre sur des sujets qui te passionnaient déjà. Oui, voilà, le fait de mélanger le travail, déjà le travail d'entreprise euh, avec l'école, ça a été une bonne chose. Et ensuite, même pendant mes 2 semaines d'école, entre guillemets, je mettais un voile sur les matières générales et voilà, je passais comme je pouvais et en essayant d'être le moins mauvais possible, on va dire, pour pouvoir après marquer des points sur le pro voilà, qui m'intéressait et me passionnait. Mhm. Et donc, tu as continué. Donc voilà, ensuite, à la sortie de ça, j'avais envie peut-être de continuer, d'essayer de gravir un échelon de plus. Donc j'ai choisi une formation à Annecy. Donc c'est une formation de technico-commercial qui était en deux pôles. Enfin, il y avait un BTS technico-commercial filière forêt-bois et en même temps une licence d'aménagement du territoire. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait qu'à Annecy. Ça permet d'avoir dans la même année un BTS et une licence et au final en 3 ans d'avoir trois diplômes. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors Annecy, ce qui s'est passé, c'est que c'était la moitié la moitié du, la grosse moitié du temps, ça, on faisait du BTS technico-commercial. Et c'est-à-dire qu'on nous a appris à vendre tous les produits de la filière bois. Et ensuite, on a fait beaucoup de travail sur l'aménagement du territoire. Et là, c'était des cours de licence suivis par les profs d'université. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de suivre ces cours-là parce que c'était des cours un peu, voilà, on va dire, particuliers. Mhm. Et ces 3 diplômes, ils sont complémentaires, du coup, j'imagine, sinon ils les proposeraient pas en même temps. Et est-ce qu'ils sont vraiment valorisés sur le marché du travail? Alors, par rapport au fait qu'ils soient complémentaires, je suis pas sûr qu'ils soient réellement complémentaires. En fait, ce qui est complémentaire, c'est l'association des trois, mais pas les deux derniers. C'est-à-dire il faut, pour moi, sortir de gestion forestière pour faire cette formation derrière, parce que sinon, voilà, c'est pas le gestion forestière va avec la licence, mais pas avec le technico-commercial. C'est-à-dire que le fait de vendre les produits de la filière bois, euh, pour moi, n'a rien à voir avec l'aménagement du territoire, entre guillemets. Donc, OK. je pense que c'est vraiment les trois diplômes qui sont complémentaires. Et donc ensuite, on va dire que la licence n'est pas forcément très valorisée pour ceux qui souhaitent travailler directement après. C'est-à-dire c'est un échelon supplémentaire pour dire qu'on a une licence 3 en ayant fait finalement un BTS avant. Donc ça Mmh. permet d'accéder aux formations supérieures. Il y en a quelques-uns qui sont partis en master, ainsi de suite. Mais pour moi qui ai travaillé de suite derrière, je, je me sers plus de mes deux BTS finalement que de ma licence. OK. Mais pour trouver un emploi derrière, est-ce que c'est valorisant, d'avoir cette ligne sur ton CV ou est-ce que finalement les patrons, bon, bah
partir du moment où tu as ton BTS, déjà, ça suffit. Alors, le BTS gestion forestière suffit pour travailler en exploitation comme je le fais. Le BTS technico-commercial, pour moi, ne suffit pas tout seul pour aller pour travailler parce qu'il faut aussi des connaissances en forêt. Parce qu'en technico-commercial, on nous a pas appris la partie forêt vu qu'on était tous sortis de gestion forestière. Donc on était vraiment, on se reposait sur nos connaissances de gestion forestière. Et Mhm. après, donc, par contre, l'association de ces deux BTS est valorisée, c'est-à-dire que, enfin, valorisée pas dans le sens forcément salaire, mais dans le sens choix du, si on est, on va dire, en concurrence pour un poste avec quelqu'un d'autre, on a Mhm. la possibilité, nous, de gérer de gérer la forêt, de l'exploiter et de savoir ce qu'on en fait derrière. Ouais. Donc voilà. Après, le technico-commercial est nécessaire par contre pour toutes les personnes qui ont choisi d'aller plutôt vers l'aval de la filière. Voilà, il y a beaucoup de gens maintenant qui finalement vendent du parquet ou vendent des bois finis, quoi, on va dire, des produits prêts à l'emploi. Donc ça, le technico-commercial, c'est vraiment le cœur du métier. Donc, du coup, tes diplômes à Annecy, tu les as fait en continu ou en alternance? Alors oui, je les ai fait en continu. Alors ça a été ça, le retour à la formation continue a été plutôt compliqué parce qu'au final, ben, je me suis retrouvé à être tout le temps en cours comme je l'étais au lycée 3 ans auparavant. Donc c'était plutôt compliqué ce retour en cours. Je l'ai trouvé très très long au début. Et, Mhm. mais donc après, ce qu'il faut dire, c'est que la formation n'était pas très compliquée ayant passé le BTS-GF, qui est un des BTS agricoles les plus durs, après c'était plutôt simple de travailler sur le reste. Le rythme n'était pas très imposant et le travail ne l'était pas non plus. Donc Donc, t'avais commencé par le plus dur, quoi. voilà, j'avais fait le plus dur et c'était plus simple après pour moi de faire ça. Et donc on va dire que le travail n'a pas été la, la grande partie de mon année à Annecy. Mhm. Et donc après, tu es rentré sur le marché du travail une fois tes diplômes en poche? Voilà, alors pendant cette formation, on a quand même des stages. La dernière année, on a eu des stages, donc voilà, qui se déroulaient en deux parties. Certains ont choisi de faire deux stages dans deux entreprises différentes. Moi, j'ai choisi de faire dans la même entreprise, donc j'ai quitté mon patron de Clermont, parce que voilà, son métier ne collait pas tout à fait avec la formation, et Mhm. j'avais envie de voir la partie exploitation, c'est-à-dire que j'avais appris pendant 2 ans quel arbre couper, quel arbre choisir plutôt qu'un autre pour que la forêt soit la plus productive et la plus, on va dire, belle possible. Mais ensuite, voilà, j'avais envie d'apprendre comment faire pour le couper, quelle valeur il avait, et voilà, conseiller les propriétaires en étant plus concret sur la valorisation de leur bois. Donc j'ai choisi de chercher un stage en exploitation forestière, donc chez un exploitant, un acheteur de bois, que j'ai trouvé plus proche de chez mes parents, qui est voilà à Riax-Entry, donc limite entre le Cantal et la Corrèze. Voilà, qui lui fait réellement de l'exploitation, c'est-à-dire que voilà, il achète les forêts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il achète les forêts, il donne une valeur à ces forêts, il les achète, il achète les bois et après il transforme les bois pour les vendre aux scieurs, aux papetiers, voilà, à toutes les industries. Et du coup, ouais, donc c'est ton employeur actuel. Donc après Voilà. tes stages et tes diplômes, il t'a embauché derrière. Voilà, à la suite de mes stages, donc la question moi, s'est posée à la fin de mon dernier stage, de savoir ce qu'il voulait faire, s'il voulait m'embaucher, si voilà, parce que j'allais être sur le marché du travail 4 mois plus tard, et est-ce qu'il voulait que ça continue, parce que moi le secteur m'arrangeait bien, j'étais proche de chez moi, le secteur était parfait, donc voilà, c'était pour moi c'était soit un peu je continue avec lui, soit j'allais ailleurs chercher du travail et je quittais mon Cantal natal, on va dire. Donc Mhm. voilà, il a décidé de m'embaucher. Euh, alors lui, c'était une entreprise qui n'était pas très très vieille parce que, donc pour vous dire, ils sont deux frères. Un s'occupait d'une scierie, ils sont tous les deux propriétaires d'une scierie. Un s'occupait de la partie scierie, l'autre de l'exploitation forestière.
Et dans le but de vendre la scierie, ils ont séparé les activités pour que son frère puisse arrêter la scierie et malgré tout, le deuxième plus jeune puisse continuer à travailler. Donc, il a créé son entreprise d'exploitation forestière voilà, il y a 4 ans. Donc, le fait de m'embaucher, c'était quand même un investissement dans une entreprise jeune et euh, voilà, c'était un peu particulier, mais bon, il a choisi de franchir le pas et bon, Petite prise ça de m'a pas mal risque. arrangé. Voilà, mais ça m'a pas mal arrangé. Et tu parles de valorisation de forêt beaucoup dans ton métier. Est-ce que dans tes diplômes aussi, enfin dans ton parcours scolaire, vous avez eu une partie, enfin ça va peut-être te paraître bête comme question, mais moi je suis un peu, j'y connais pas grand-chose à ce métier-là, donc Il y a pas de question bête. est-ce qu'il y a une petite partie, écologie, gestion durable de la forêt, du bois? Parce que je sais qu'il y a des marquages, quand, on achète, du papier, pour les cla des feuilles pour les classeurs par exemple, elles ont un petit tampon, gestion durable de la forêt et tout PEFC. ça, ça fait ouais, voilà, tout ça, ça fait partie aussi de ta formation? Alors oui, ça a été plutôt le côté gestion forestière. Mmh. Alors j'étais aussi avec un patron qui est plutôt tourné vers la gestion durable des forêts parce que on va dire qu'il y a deux manières de travailler en forêt. On est capable de faire de la forêt exactement comme un champ de maïs, c'est-à-dire de planter, d'attendre que ça pousse et de récolter seulement. Voilà, tout simplement. Sinon, il y a des façons de faire qui permettent de ne jamais planter, de toujours avoir de la forêt, de ne pas passer par une coupe, donc une coupe rase, une coupe de la totalité des arbres. Voilà, il y a différents procédés qui permettent de faire ça. Alors, voilà, moi j'ai travaillé pas mal là-dessus avec mon ancien maître de stage qui était plutôt tourné là-dessus. Et voilà, même dans la formation, on avait des parties de gestion durable des forêts parce que on sait que de plus en plus on va être tourné vers ce style de gestion et voilà. Donc ensuite en technico-commercial, on n'a pas trop parlé de ça, euh, pas trop parlé de la gestion durable, mais plutôt on a plutôt parlé de voilà, ces petits labels qu'il y a sur les feuilles. Il y a le label PEFC qui est un label français, ou alors le label FSC qui est mondial. Et c'est plus par voilà, quand on a parlé de ces labels-là, on a parlé aussi du travail illégal, des choses comme ça, parce que ce label finalement de gestion durable correspond à Mmh. la gestion de la forêt qu'il y a, par exemple en forêt amazonienne ou en Indonésie, qui est totalement différente de celle qu'on peut pratiquer dans le Massif central, mais qui, voilà, ces labels, on nous les demande à nous aussi. Alors pour nous, c'est logique de ne pas couper 30 hectares de bois voilà, à blanc, alors que eux, là-bas, ça se fait tous les jours. Mmh. Avec des gens qui travaillent de manière illégale, aucune propriété n'est réelle, enfin les titres de propriété sont perdus ou égarés volontairement, on va dire. Donc Mmh. voilà, on nous parlait de ça, c'était plus compliqué à envisager, mais on a travaillé là-dessus pour savoir finalement ce qu'on allait vendre plus tard. Parce que, comme je le répète, des gens, moi je vends des bois non sciés, donc pas de produits finis, mais des gens sont par contre eux face à face, enfin face à d'autres personnes qui recherchent ce label dans le monde entier aujourd'hui et qui vendent des bois sciés ou du papier qui doit être estampillé. OK. Mais ça fait quand même partie de votre quotidien, du coup? Oui, oui, on est enfin, tous les jours pour le label PFC, voilà, au moins une fois par semaine, j'inscris un nouveau propriétaire à ce label-là pour que les bois qui sortent de mon exploitation soient labellisés gestion durable des forêts. Et voilà, donc ça c'est valorisé un petit peu par certains industriels qui cherchent eux aussi à vendre du bois voilà, avec ces labels-là. Donc on est Ouais. obligé de se plier aux exigences et au cahier des charges de ces labels. Mmh. Ah bah, c'est très bien, hein. Oui, oui, c'est. Alors après, il y a si on peut critiquer un petit peu, ces labels-là sont pas forcément très, on va dire, par rapport à ce que je pense, très performants parce qu'il n'y a pas énormément de contrôle derrière. C'est-à-dire D'accord. que c'est un peu un label pour donner un label, mais sans vraiment enfin, contrepartie C'est un peu derrière. une Les dé moyens qu'ils ont ne sont pas. c'est un peu une déclaration sur l'honneur, mais Voilà,
C'est Ok. une case à cocher. Je certifie que mes forêts sont gérées durablement, Mhm. voilà, sans qu'il y ait de contrôle derrière. Donc, Ouais, c'est dommage. c'est dommage. Après, en plus, alors il y a deux manières de fonctionner dans les entreprises pour ces labels. C'est que, alors pour nous, ça marche vraiment de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on achète à un propriétaire du bois qui va être certifié et ils vont suivre ce bois-là, le même bois, tout au long de la chaîne pour voir si on le vend PFC. Donc nous, on a un contrôle tous les ans, un audit qui regarde si on a bien fait ça, si le bois qu'on a vendu certifié provient bien de forêts certifiées. Mhm. Mais d'autres entreprises, ça marche en pourcentage. C'est-à-dire qu'ils rentrent 30% de PFC, par exemple, ils peuvent vendre 30% de PFC, mais pas forcément les mêmes bois, les mêmes arbres. Donc au final, les arbres sont peut-être issus d'une forêt, voilà, Mm. d'une forêt mal gérée ou alors de travail peut-être illégal ou d'une mauvaise gestion et sortir avec le label, le tampon gestion durable des forêts. Ouais, Donc super. c'est voilà, un suivi, c'est pas un suivi pointilleux et Ouais, c'est une première voilà. étape, mais c'est pas suffisant, quoi. Voilà. C'est pour Ouais. moi, si on veut pousser la chose voilà, à l'extrême, c'est pas suffisant. Après, je cherche pas à ce que ce soit suffisant tous les jours parce que c'est compliqué à suivre et compliqué à faire. Donc en réalisation, après c'est beaucoup de Mhm. travail. Ok. Et du coup, vous, votre quotidien, c'est j'ai l'impression que je commence toutes mes questions par «du coup», mais c'est pas grave, on va s'habituer au tic de langage. Ouais. Votre quotidien, c'est c'est d'être au bureau, de passer des coups de fil ou d'être en forêt ou les 2. Alors il y a les deux. On va dire que alors plus on est en forêt, mieux c'est parce que le travail se fait avant tout sur le terrain, mais on a aussi des obligations au niveau paperasse et bureau. Donc on va dire que c'est plutôt deux tiers, un tiers, deux tiers de terrain, un tiers de bureau. Mmh. Et donc le but, nous, chaque jour, voilà, soit on contacte des propriétaires, soit ils nous contactent, et on va visiter leur, euh, leur parcelle de forêt, parce que la forêt n'est pas à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais chaque forêt a un propriétaire. Ça peut très bien être public, c'est-à-dire une commune, une section de commune ou l'État, mais Mmh. beaucoup de forêts appartiennent à quelqu'un qui peut être votre voisin. Donc quand vous rentrez dans sa forêt, vous rentrez chez lui, exactement comme vous rentreriez dans sa maison. Donc Ouais. voilà, c'est ça, les gens ont du mal à le savoir, mais voilà, la forêt appartient à quelqu'un. Donc ces personnes-là cherchent aussi parfois à avoir une rentabilité, ce qui est compréhensible parce que certains ont investi en forêt. Euh, donc, on essaie, nous, après, de valoriser leur bois. Donc, on choisit, on a un panel de clients qui transforment tel ou tel bois et on essaie de pousser la qualité des arbres au plus haut, sachant qu'on ne choisit pas la qualité d'un arbre, c'est l'arbre qui grandit tout seul et on peut choisir lui plutôt qu'un autre, mais on ne peut pas déformer un arbre pour qu'il soit comme on le souhaiterait. Donc, après, on essaie de valoriser ces arbres-là. Donc on gère l'exploitation, c'est-à-dire qu'on sous-traite par contre les travaux, c'est-à-dire qu'on a des bûcherons, des gens qui conduisent des machines d'abattage qui viennent. Nous, on contrôle que leur travail soit bien fait. Ensuite, on a des entreprises qui viennent pour mettre le bois au bord de la route, donc avec des tracteurs forestiers qui sont dans le bois et qui amènent le bois à bord de route pour qu'on puisse après le transporter et l'amener vers les scieurs. Mmh. Donc voilà, on va dire qu'on a plusieurs grands types de clients. On a les papetiers, toute l'industrie du papier. Donc on a plusieurs clients sur on va dire, toute la façade ouest de la France. Ensuite, on a des clients qui sont en sciage. Donc ça, on a des clients de palettes pour produire des palettes ou de l'emballage. On a des clients de charpente qui font voilà, tout ce qui peut servir à la construction. Mmh. Ensuite, on fait aussi bon, du bois de chauffage. Alors, il faut savoir que le bois de chauffage, il n'y a pas forcément que les personnes en campagne qui consomment du bois de chauffage. On a beaucoup de clients en bordure de grandes villes, voilà, où les gens aiment aussi avoir une flamme dans leur maison donc, ou dans leur appartement. Et donc, choisissent d'avoir du bois même en ville. Mmh. Et donc, voilà, on a ce panel de clients-là qui nous permet de valoriser les bois au maximum et de les trier.
la différence entre nous et quelqu'un qui fait qu'un seul produit, c'est que voilà, quelqu'un qui fait qu'un seul produit, par exemple pour le chêne, admettons un papetier, lui, il va acheter tout le papier et il peut mettre du bois de chauffage dans le papier, alors que la rémunération n'est pas du tout la même. Le papier étant le produit le moins valorisé, c'est voilà, on perd de la qualité et de la valorisation par rapport à la Ouais, parcelle. vous quand vous abattez un arbre, admettons, avoir, tout le panel de clients, ça vous permet Voilà, de bien, répercuter, enfin en tout cas, répartir, voilà. voilà, je Nous cherche le mot. on va tronçonner l'arbre voilà, en billons, donc souvent en bois court, on va dire, dans des billons de 2 mètres, de 2 mètres 50, et ainsi de suite, et qui vont partir chacun d'un côté ou de l'autre de la France pour donner la meilleure valorisation possible. Mmh. Donc voilà, on va essayer d'avoir le moins possible, par exemple, de pâte à papier qui est le produit le moins valorisé pour faire ensuite des billons qui pourront aller en emballage et voilà, le plus possible de bois qui pourront faire de la charpente ou même voilà, en résineux, un produit qui est pas souvent fait mais qui est très valorisant, c'est le poteau. Quand on voit au bord des routes les poteaux qui sont posés pour le téléphone, voilà, ça vient des forêts. Donc ça, c'est un produit qui est valorisé et qui est pas forcément ben, voilà, trié par tout le monde, alors que c'est un très bon produit qui valorise énormément le bois par rapport au volume. D'acc, c'est intéressant. C'est un domaine Mm. que je connais pas du tout donc Ouais, ouais. et vous faites essentiellement vous avez des clients essentiellement français ou vous faites un peu d'export aussi? Alors nous, on fait un tout petit peu d'export. C'est pas évident, voilà, mais bon, ça reste européen. Après, j'ai déjà fait donc quand j'étais en alternance, j'ai déjà fait de l'export plus loin, euh, voilà, en Asie, de bois grume, c'est-à-dire un arbre, voilà, juste le tronc de l'arbre qu'on a envoyé directement en Asie. Bon, c'est quelque chose qu'on a fait, on va dire à contre-cœur, tout simplement parce que c'est des arbres que le marché européen a délaissé depuis quelques années, donc qui sont très peu rémunérés. Et le marché asiatique les paye beaucoup mieux. Donc on a voulu valoriser comme ça, mais c'est pas quelque chose que je souhaite faire euh, Mmh. tous les jours, hein, parce que voilà, il y a des choses dans le monde. Un bois d'Afrique, par exemple, n'a pas le droit d'être amené en tronc en Europe. C'est interdit. Il est obligé d'être scié d'abord enfin, localement. Alors que voilà, en France, on peut faire ça, l'envoyer directement dans d'autres pays. Mais le problème, c'est que voilà, on perd de la valorisation locale. Oui, tu Ça fais pas fait, travailler enfin, une voilà, partie de la chaîne, quoi. voilà, on préfère livrer une entreprise française qui fait travailler voilà, l'économie locale plutôt que de l'envoyer dans un pays étranger. Mmh. Alors que ce serait plus simple de l'envoyer dans les pays étrangers parce que les qualités sont moindres, les prix sont plus attractifs, mais c'est pas la philosophie de l'entreprise et d'ailleurs de toute la filière parce que il y a très peu de gens qui font ça. C'est bien, enfin, c'est surprenant parce que c'est vrai que si on parle, je vais pas me faire que des amis, mais si on parle, par exemple, un peu de filière agricole, bon, qui ça fait Mm. des années que, les bêtes sont abattues à l'étranger, par exemple, pour des raisons de coût. Alors que finalement, dans la filière bois, on préfère, payer un petit peu plus cher, mais rester en made in France. Et le bois français, d'ailleurs, est-ce qu'il se vend mieux? Est-ce que c'est valorisé, le fait que ce soit un arbre made in France plutôt qu'un arbre italien, par exemple, je sais pas, ou roumain, parce qu'il y a de belles forêts en Roumanie? Alors, alors certaines fois, plus localement, j'ai vu ça en Haute-Savoie, ils ont un label, ils ont créé un label local, bois de pays, et en fait, voilà, ils vendent leurs arbres. Donc les bois sont faits, enfin poussent en Haute-Savoie, en Savoie, et sont transformés en Savoie Haute-Savoie et vendus en Savoie Haute-Savoie. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bien. Alors en Corrèze ou dans le Cantal, on n'a pas ça, mais après, en fait, il y a une différence, on va dire la petite différence qu'il peut y avoir chez nous, c'est que dans la filière du moins, euh, en fait, on a donné des noms commerciaux aux arbres. Quand vous achetez voilà, du bois pour un parquet, pour un bardage, voilà, ou des planches, on vous donne des noms commerciaux beaucoup.
sauf le chêne qui se suffit à lui-même, on va dire, non commercial. Mais sinon, tout ce qui est bois résineux, c'est des non commerciaux. Donc souvent, c'est des bois qui viennent d'ailleurs. Après, beaucoup marché européen, on va dire, ça peut rester en Europe, c'est-à-dire on a beaucoup les bois du Nord, on entend beaucoup parler de pin du Nord, sapin blanc du Nord. En fait, voilà, c'est des arbres qui ont poussé en Scandinavie et qui sont d'une qualité et à un prix plus attractif que les bois français, forcément. Une expérience de mon patron actuel, il a été en Autriche, l'Autriche qui est un pays très forestier. Et l'Autriche a un principe, c'est que il prône le fait que la valeur ajoutée reste dans la vallée. C'est-à-dire que le bois qui pousse dans la vallée est coupé par un bûcheron de la vallée, sorti par donc on appelle ça un débardeur de la vallée, et ensuite est amené dans une scierie dans la vallée, et après peut-être vendu à l'extérieur. Mais toute la valeur ajoutée du début de la chaîne reste dans la vallée et permet d'avoir un marché ultra local et, euh, et voilà, la valeur reste là, quoi. Ça fait vivre toute la vallée, quoi. Voilà, c'est ça. Toute l'économie forestière peut faire vivre les gens de la vallée. Alors nous, on n'en est pas là, mais on a des clients qui sont quand même assez locaux. On reste sur région Nouvelle-Aquitaine, Auvergne. Voilà, on reste Oui, ça quand reste du même dans ces français, quoi. secteurs-là. Oui, oui, ça reste du français. On a un peu de marché à l'étranger, mais très très peu. C'est Ok, c'est une part infime du chiffre d'affaires. d'accord. Bon, bah, du coup, ça fait 50 minutes qu'on parle de ton parcours Mm. et de ton quotidien au boulot. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne les 10 minutes restantes pour parler un petit peu de ton quotidien à côté. Parce que bah, finalement, tu as choisi de rester, enfin en tout cas, pas de rester parce que tu as voyagé un peu pour tes études, mais de revenir en Auvergne et donc dans le Cantal, comme tu disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même enfin bon, moi, je suis, je sur ce podcast, je vends, vivre et travailler en Auvergne, donc je suis convaincue, mais je pense qu'on a des gens en dehors qui nous écoutent et qui sont pas forcément convaincus du bien fondé de vivre dans le Cantal et le fait d'être allé à Annecy, à mi-chemin entre finalement la grande ville et la campagne, ça t'a pas attiré? Tu pas voulu rester, tu as voulu rentrer? J'ai été donc à Annecy, oui, pendant un an où j'étais vraiment bon, mais c'était voilà, la grande ville comme nous, on n'a pas forcément dans le Cantal. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui me passionne pas plus que ça. C'est bien, mais je préfère y aller plutôt qu'y vivre, on va dire. Mmh. Euh, on est plutôt chauvin dans notre département ou dans notre région. Voilà, moi j'aime être ici parce que voilà, comme tout le monde, l'endroit où je suis né est important. Ce que j'y fais aussi, voilà, j'ai tous mes amis ici. Voilà, je joue au rugby, donc j'ai mon club de rugby qui est ici. J'ai joué au rugby ailleurs, c'était bien, c'était une incroyable expérience, mais voilà, on est bien chez soi entre guillemets et même le fait de travailler sur son secteur, c'est sympathique parce que voilà, on croise ses amis qui travaillent à côté, qui travaillent dans leur métier. Voilà, on les voit tous les jours, tous les 2 jours. On croise un copain à nous qui part au travail, on le croise. Et voilà, de croiser des gens qui connaissent nos parents, notre famille, c'est aussi Ça intéressant. Voilà, Dans ton quotidien de tous les jours, ça t'aide d'être, entre guillemets, «un enfant du pays»? oui, les gens, en fait, on a beaucoup à faire nous au milieu rural. Mmh. C'est-à-dire que voilà, bah, déjà il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des bois, et il y a beaucoup de gens qui ont toujours vécu ici, qui ont des bois. Et c'est voilà, quand on parle avec eux, de dire qu'on est nous aussi d'ici, même si on est ailleurs, on est d'ici, ça permet de voilà, il y a toujours quelqu'un qu'on connaît en commun, ça donne une ouverture. Plutôt que quelqu'un de l'étranger qui viendrait s'implanter ici, c'est un, C'est ton c'est label un- qualité à toi, quoi. voilà, c'est une bonne poussée voilà, ça donne de l'élan quoi pour Ouais. travailler. Mais après, le fait d'avoir connu d'autres gens et voilà, d'avoir été en ville, d'avoir vu dans mon apprentissage des gens, on va dire je veux pas dénigrer le monde rural, mais voilà, des citadins qui sont peut-être des investisseurs plutôt que
amoureux de la forêt. On a des gens qui souhaitent juste investir en forêt, qui achètent des forêts comme placement d'argent. Donc, pour parler à ces gens-là, il faut aussi sortir du monde rural pour aller dans leur monde à eux, pour discuter voilà, de leur manière à eux, pour s'adapter à eux. Donc ça, il fallait aussi le faire. Je l'ai fait pendant que j'étais en alternance. Voilà, il y avait des fois, j'allais voir des propriétaires forestiers en costume. Euh, alors que bon, on va pas dans les bois en costume, mais ces gens-là étaient juste là pour, voilà, eux, c'est un investissement, comme ils peuvent aller voir un agent immobilier, entre guillemets. Ouais, d'accord. Donc voilà, il faut s'adapter à tout le monde pour pouvoir être compris et écouté d'un plus grand nombre. Mmh. Et du coup, tu as pu voir en 1 an la vie, urbaine, même si toi, tu es quand même quelqu'un qui vient, d'un monde plus rural. Mm. Tu parles du rugby, tu as joué là-bas au rugby. Est-ce que tu comment dire? Comment tu qualifierais la différence entre ta vie sociale, durant 1 an en ville et ta vie sociale, que tu connais actuellement dans ton quotidien, dans le Cantal qui est beaucoup plus rural? Alors j'ai pas beaucoup changé ma façon de vivre, entre guillemets. On était quand même en périphérie d'Annecy, donc voilà, on était aussi proche de la ruralité que de la ville, parce qu'en Haute-Savoie, voilà, il y a la ville Annecy, mais après tout le reste du département est Ouais, identique au Cantal, on va dire. Donc pour moi, je pense que j'ai vécu tout le temps dans des endroits plutôt montagnards. Je pense que c'est plutôt ça qui change la façon de vivre des gens. Euh, les gens, voilà, j'ai été dans la Loire. Voilà, j'ai parlé avec des gens montagnards et on s'est trouvé des points communs. En Haute-Savoie, j'ai trouvé des gens montagnards qui on s'est aussi trouvé des points communs. Voilà, donc on avait cette façon-là de penser. Après, c'est sûr qu'il y a toujours voilà, j'ai vu d'autres gens qui venaient peut-être de plaines, plus du centre de la France, ou alors du sud de la France même. C'était beaucoup plus compliqué de s'aventurer avec eux pour être compris et pour comprendre leur façon de penser et voilà, pour trouver un terrain d'entente. Je pense que vraiment le point central de mon entente et de ma façon de voir, c'est plutôt l'effet d'être montagnard, voilà, de se rapporter au monde rural plutôt que l'endroit réellement où on est. mmh et le rugby, ça a été une béquille pour toi là-bas, pour t'intégrer, localement? Le rugby là-haut a pris pas mal de place voilà, dans mon année là-haut. Je pense que sans le rugby, alors aussi en colocation avec un ami à moi, donc je pense que sans le rugby et cette colocation, je n'aurais pas fini ma formation parce que le temps était long au final. Le rugby, ça me prenait beaucoup de temps, donc si j'avais pas eu ce temps-là pris par le rugby, je pense, que j'aurais trouvé le temps très très long. Et je me suis fait beaucoup d'amis dans ce club de rugby qui a été, voilà, on a passé de très très bons moments. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de progresser sur le niveau rugbystique et ça m'a aussi permis de m'intégrer avec eux et voilà, de passer le temps, de me faire des amis là-bas que je ne me suis pas forcément fait à l'école. Voilà, il m'est sorti quelques amis de ma classe, on était une trentaine, mais voilà, j'ai deux, trois amis, c'est tout, quoi. Par contre, Ouais. j'ai encore beaucoup de contact avec les gens avec qui j'ai joué au rugby. Mmh. Oui, aujourd'hui, bah, cette année, enfin, là, on enregistre en 2020, même si ce sera publié qu'en janvier normalement. Mais je crois avoir lu une enquête qui disait qu'en 2019, il y avait 57% des urbains français qui souhaitaient s'expatrier à la campagne. Donc, tu le vends plutôt bien. Et, et en fait, en parlant avec toi, je me demande si bah, participer à la vie associative, que ce soit un club de sport, un club d'autre chose, ça t'aide, je pense, à t'ancrer, dans le monde rural qui est quand même assez, enfin, je veux pas dire qu'on est fermé, hein, moi aussi, bah, je suis comme toi, je viens du même endroit, mais
on est peut-être un petit peu plus sur la réserve, un peu moins ouvert. Mmh. Et donc, le fait d'être dans la vie associative, ça t'aide à créer des liens sociaux aussi quand tu arrives en milieu rural. Alors, je pense que en fait, le but de la vie associative, c'est de montrer la bonté des gens. Tous les gens qui se donnent dans une association, que ce soit sportif ou autre, sont là pour apporter quelque chose. Donc, donner quelque chose et de la bonté de leur part. Donc, quand quelqu'un voit la bonté de quelqu'un d'autre s'exprimer dans la vie associative, euh, il peut pas être réticent au fait de s'approcher, de discuter. Ça, voilà, c'est quelque chose qui, c'est pas comme quand enfin, je veux dire, quand on travaille, on vient dans un autre endroit, on travaille. Le travail, c'est quand même, c'est rarement quelque chose de, enfin, tout le monde n'apprécie pas aller dans son travail ou quoi. Donc, il y a une part du moment où on est quand même aigri, ou voilà, moins heureux. Alors que dans la vie associative, on y va de notre plein gré, on y va parce qu'on aime cette chose-là. Donc, forcément, on est plus heureux et plus apte à faire des connaissances, même à entreprendre, on va dire. On est plus dans le mood, quoi. Voilà, dans le bon mood d'aller vers les gens. Enfin, je suis pas spécialement timide, mais je vais pas non plus vers les gens gratuitement entre guillemets. Voilà, il faut un terrain d'entente pour aller vers les gens. Et cette façon, enfin, au rugby, voilà, on a cette capacité à se connaître rapidement et à être obligé de compter sur les autres, donc de leur faire confiance. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, bah, en parlant de rugby, je pense qu'on va pas tarder à couper parce que, bah, dans une demi-heure, on a un match du 15 de France. Hem, je te remercie Mathieu pour cette interview, c'était très intéressant. Moi, je connaissais pas du tout la filière bois et alors encore moins le côté, comment dire? Conservateur, de tout ce que tu disais sur faire travailler les acteurs locaux, tout ça. Alors là, moi, j'avais aucune notion là-dessus, donc je pense que enfin, j'espère que j'étais pas la seule et que du coup on en apprendra à certains. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Je sais pas si toi tu as un dernier mot, un petit, heu, un petit tips, que ce soit d'un point de vue rugby ou forêt, on est en période de Noël, alors on peut peut-être parler un peu des sapins, hein, mais Alors oui, c'est le voilà, je voudrais pour parler dernièrement de la forêt, de l'écologie, tout ça. Il n'y a pas très longtemps, le maire de Bordeaux a refusé de mettre un sapin sur sa ville, sur la place de Bordeaux, en disant que voilà l'écologie était voilà de couper un sapin pour le mettre simplement en décoration. C'était mal entre guillemets. Et je sais plus quel journaliste lui a rappelé que la grande partie de ce qui faisait tourner sa ville, c'est-à-dire le vin, euh, était produit dans des tonneaux. Et les tonneaux sont toujours faits en bois. Donc voilà, on a des grands savoir-faire français qui tournent autour du bois, de la forêt et qui sont voilà, des produits de luxe parce que les plus grands vins mondiaux sont faits en France et sont produits dans des fûts de chêne français qui poussent dans nos plus belles forêts. Et donc, voilà, on a du savoir-faire, on a localement des gens qui savent travailler, qui travaillent bien et qui font des produits magnifiques. Donc, il faut défendre ce parti-là et voilà, être malgré tout conservateur et choisir de travailler avec ce qu'on a et ce qu'on a toujours fait. merci Mathieu d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis ravie d'avoir pu te recevoir pour ce deuxième épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi en direct, soit par mail à contact@morgangramont.fr ou sur LinkedIn ou Instagram. À très vite dans Ils vivent et travaillent en Auvergne.